Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va continuer donc sur notre foulée avec les couleurs dans GIMP. Et donc, nous sommes toujours avec un GIMP 2.10 et cette fois-ci 2.28. Lorsqu'on crée un document, voilà comment ça se passe. On va dans Fichier. J'ai bien créé, hein, je ne vais pas dire importer un document. Hein, pour l'instant, on est dans la création. On va dans Nouvelle image. Et là, si on clique sur Options avancées, donc on va voir nos différents modèles, bien sûr. Je reviens pas là-dessus. On a déjà fait une vidéo, on a déjà pu voir une vidéo sur la création d'images. Et lorsqu'on va dans Options avancées, eh bien, on se retrouve ici avec différentes notions. Nous voilà donc dans notre petite interface qui nous invite à renseigner la taille de l'image ainsi que d'autres choses. Alors, on va voir tout d'abord que dans la taille de l'image, il y a avant toute chose une largeur et une hauteur. Vous voyez ici, largeur par hauteur, c'est 1920 par 1080. On est classiquement dans ce qu'on appelle du Full HD. On peut voir également que dans les options avancées, on nous parle de résolution. Alors, la résolution est tout simplement ici de 300 pixels par inch, par pouce. Alors, c'est quoi des pixels par pouce? Alors, en fait, ce sont des unités de mesure. Le pixel étant l'élément de base constituant une image, un petit carré pour, euh, pour imager un petit peu la chose, un petit carré, et le pouce étant unité de mesure anglo-saxonne. Donc notre image, elle va être définie d'une part par la taille qu'elle doit avoir, c'est-à-dire une largeur par une hauteur, et ensuite, à l'intérieur de cette image, on va définir combien on a de petites cases, combien on a de pixels dans cette image. Alors plutôt que dire que notre image va avoir 16 millions, 40, 50 millions de pixels, on va tout simplement utiliser les normes de l'imprimerie en disant que un pixel, une image, pour être imprimable, a besoin d'avoir 300 pixels par pouce. Alors évidemment, notre largeur par notre hauteur, on peut la connaître en pixels. Si on va réaliser une image pour le web ou destinée à être numérique, on peut ici utiliser des tailles destinées à l'impression comme du A4. On saura qu'on a du 21 par 29,7, la taille d'une feuille A4. Donc en fait, notre pixel, lui, va s'inscrire tout naturellement dans notre image. Alors on peut avoir des images qui ont une teneur en pixels qui sera très basse et des images qui auront une teneur en pixels très haute. Vous pouvez voir dans cette représentation la même image prise à différents niveaux de définition. Donc de gauche à droite, on va avoir ici une image qui sera plutôt nette, puisqu'on aura les points qui seront beaucoup plus denses sur l'image, donc plus serrés. Et plus on se décale sur la droite, et moins la définition sera bonne. C'est-à-dire que par exemple, sur la première image, on sera à 300 pixels par pouce, et on sera à peu près dans les 20 pixels par pouce sur la dernière image. C'est-à-dire que là, on a ce qu'on appellerait du pointillisme en peinture. C'est-à-dire qu'en s'éloignant, on voit la forme générale, mais si on s'approche, on voit que des carrés. Alors qu'ici, il faudrait s'approcher, mais alors zoomer beaucoup plus fortement donc sur l'image qui est complètement sur notre gauche, pour commencer à voir ces pixels. Donc la définition de notre image se fera par des petits points qui vont s'inscrire dans un carré qu'on va appeler un pouce, hein, une surface d'un pouce. Pour l'édition, les éditeurs vont vous demander régulièrement de leur fournir des images qui ont une densité supérieure à 300 pixels par pouce, voire 400. Sur votre écran d'ordinateur, c'est pas la peine de dépasser les 100 pixels par pouce. En effet, la plupart des écrans n'auront une définition que de 96 pixels par pouce. Je travaille en 300 pixels par pouce par habitude, de façon à pouvoir utiliser mes images et mes photos chez un éditeur, pour imprimer par exemple ces photos. Mais vous, sur l'écran, moi aussi, sur mon écran, je ne verrai que 100 pixels. C'est-à-dire que la définition réelle de l'image sera dégradée. Ça, faut le savoir. Votre logiciel est capable de mieux faire que ce que vous pouvez percevoir réellement. On va ensuite se retrouver dans GIMP avec cette partie-là où on a les espaces couleurs. Alors l'espace couleur, ça c'est simple, vous en avez deux dans GIMP. Oui, vous avez bien entendu deux. La couleur
et les niveaux de gris. On va avoir du RGB, donc du rouge vers bleu, ou des nuances de gris allant de très blanc à très noir. Alors pourquoi est-ce que vous n'avez pas de RGBA? Eh bien tout simplement parce que le canal alpha sera rajouté par suite sur les images, mais c'est une absence de couleur tout simplement au niveau du remplissage. Néanmoins, il faudra savoir que, et ça on le verra dans les différents tutos, que la couleur, une couleur additionnelle est ajoutée pour remplacer le canal alpha si votre logiciel ne peut pas le lire. Alors, vous allez être déçu, vous avez du RGB, vous avez du niveau de gris. Où est-ce que j'ai mon fameux CNJN, mon magenta, cyan, noir, enfin je vous le mets dans le désordre, c'est comme au loto, on gagne aussi. Eh bien, on n'en a pas. GIMP ne le gère pas. Il a bien une palette, on avait vu dans l'introduction une palette qui nous permet de voir, au moins de simuler ces couleurs-là, mais en réalité, il ne sait pas du tout les gérer. En tout cas, pas dans sa version actuelle. Ensuite, on va avoir la précision. Alors les précisions, on va avoir du 8, 16, 32, et puis ensuite on va avoir du virgule flottante et 32 bits virgule flottante. De quoi il en retourne? Je reprends mon pixel de tout à l'heure, et maintenant, en fait, lorsqu'on l'agrandit, on va se retrouver donc avec un carré. Dans ce carré, en pixels, on va avoir à le définir en fonction de la précision. Alors ici, on a une précision de 8 bits. On va regarder comment ça fonctionne. Alors, il y a deux couleurs, hein, RGB, enfin on a deux gammes de possibilités, le rouge vert bleu, donc de la couleur ou du noir. Alors, dans le noir, dans les niveaux de gris, si on regarde bien, on va voir des profondeurs qui vont être différentes. 1 bit, 2 bits, 3 bits, 8, 4 bits, etc. Alors, je ne suis pas allé monter jusqu'à 8 bits, mais vous allez vite comprendre par suite. On a, lorsqu'on a un bit, finalement, on a deux possibilités. Ou blanc, ou noir. On est dans le manichéen. Ne cherchez pas à comprendre pourquoi aujourd'hui noir, blanc et j'ai pas d'intermédiaire ou de dégradé. C'est comme ça. Le dégradé, après, ce sera une atténuation de couleur dans votre image qui se fera via des transitions. Alors pour avoir une transition plus douce, il va nous falloir avoir une gamme de couleurs, une gamme de gris beaucoup plus étendue. Et on s'aperçoit qu'en passant à 2 bits, eh bien, on va passer non plus de 2 couleurs, mais à 4. Sur 3 bits, on va encore augmenter, et ainsi de suite sur 4 bits. Et vous voyez que là, maintenant, sur les 4 bits, on va avoir quand même un espace de couleurs qui va nous permettre une gamme beaucoup plus riche, plus de nuances, malgré le fait qu'on soit toujours en noir et blanc. Alors maintenant, si on passe à un pixel coloré, donc ici en RGB, vous voyez que le matrissage fait que vous avez plusieurs petites photosites qui vont émettre du rouge, du vert et du bleu. Donc des couleurs qui sont définies et pures en tant que telles. Alors comment est-ce qu'on va obtenir ce mélange de couleurs? Alors toujours dans le 8 bits. Hein. Le 8 bits, en fait, eh bien, il faut comprendre une chose. Ces lampes qu'on a vues avant, elles ont deux états. Un petit peu comme dans les visiteurs, c'est éteint ou allumé. 8 bits, en fait, c'est la longueur d'un mot qui va composer notre couleur. Donc, comme vous voyez ici, les mots sont sur 8 colonnes, 8 bits, et auront pour valeur uniquement du 0 ou du 1. Allons un peu plus loin. Monsieur Georges Boulle, oui, et c'est un homologue qui s'appelait Boulle, ça aurait pu être moi, Tsukaima, mais c'est Georges Boulle qui l'a fait. Il nous a inventé l'algèbre de Boulle, tout simplement. C'est un mathématicien et un logicien qui nous a inventé ça. Alors grâce à lui, on va pouvoir maintenant comprendre ces couleurs dans le domaine de l'informatique. Alors il n'avait pas d'ordinateur à l'époque, mais il savait déjà que ça allait servir à un moment ou à un autre, je pense. Alors, on va voir dans les trois couleurs. Donc, on a le rouge. Et le rouge, donc, peut prendre deux états. Si je regarde, après, comment je vais définir le nombre de couleurs que peut me donner, le nombre de variations que je peux obtenir sur le rouge, eh bien, je vais prendre ces deux états exposant la précision. Ici, nous sommes en 8 bits. Donc, on va se retrouver avec 2 exposant 8. 2 exposant 8, ne sautez pas sur votre calculatrice. Vous connaissez, ça fait 256.
Donc le rouge peut atteindre 256 variantes de teintes. On va avoir la même chose pour le vert, qui va avoir ses 256 variantes de teintes, et la même chose pour le bleu, avec ses 256 variantes de teintes en 8 bits. Nous sommes d'accord, nous sommes toujours ici sur une base de 8. On a donc une palette qui va être du rouge, du vert et du bleu. Vous avez vu que j'ai déjà mis le multiplié, donc 256 fois 256 fois 256, on avoisine on dépasse même les 16 millions de couleurs. Alors, ne cherchez pas à voir 16 millions de couleurs, nous en sommes parfaitement incapables. L'œil humain n'est pas capable d'une telle précision. Alors après, donc, vous avez bien compris que 16 millions de couleurs est au-delà de la perception de l'œil humain, et pourtant, GIMP est allé beaucoup plus loin, et voire Photoshop et compagnie, ils nous ont fait du 16 bits. 280 milliards de couleurs. 32 bits, je ne vous l'ai pas calculé, mais je vous laisse faire. Hein. Maintenant, vous avez le mode de calcul. Et après, on peut encore augmenter le mode de précision en ayant des virgules flottantes. Alors, je ne vous fais pas le calcul, on n'est pas là pour faire un cours de maths, mais vous aurez compris qu'on a une gamme de couleurs extrêmement étendue. Dans GIMP, on va voir le choix entre le gamma perceptuel en sRGB. Alors là, vous allez voir un petit S devant le RVB. On en parlera plus tard. Et ensuite, on va voir la lumière linéaire. Alors, de source de documentation GIMP, la lumière linéaire avec en 8 bits, c'est bien pour le pixel art, mais si vous voulez avoir des jolies ombres et des belles couleurs avec de belles transitions, vous oubliez. En 16 bits, c'est passable, mais c'est pas top. Bref, la lumière linéaire, c'est un vieux dinosaure qui traîne ici. Choisissez gamma perceptuel sRGB. Et là, vous serez tranquille. Et là, même en 8 bits, ça sera possible d'avoir des transitions beaucoup plus fluides. Néanmoins, vous pouvez vous amuser à faire des tests en 8 bits en lumière perpétuelle et faire un dégradé. 8 bits lumière linéaire et faire un dégradé. Vous allez voir la différence. Je ne l'ai pas fait ici. Je vous laisse vous amuser si vous en avez envie. Mais de source de l'aide de GIMP, ça donne des images pas terribles. Voilà. Donc oubliez et définissez une bonne fois pour toutes gamma perceptuel en sRGB, pardon, décidément, ça fourche. Et vous serez tranquille. Alors, gérer les couleurs de cette image. Si je laisse ma souris dessus, il nous indique si la couleur de l'image sont gérées. La désactivation de la gestion de couleurs équivaut à choisir un profil sRGB intégré. Mieux vaut laisser la gestion des couleurs activée. Bon bref, vous avez vu, GIMP il vous dit coche ça et ne te pose pas de questions. Ne te pose pas de questions, coche, il te le dit. Ensuite, on va voir les profils de couleurs. Et c'est là que le sRGB et autres vont avoir leurs petites importances. Alors, on va voir le sRGB, Chemical Proof, et puis on peut choisir un profil de couleur, vous savez les fameux ICC, je ne vais pas trop revenir dessus. Donc, moi je choisis le profil intégré de GIMP, parce qu'il travaille bien comme ça. Mais maintenant, qu'est-ce que le Chemical Proof? Bonne question. Eh bien, en fait, il semblerait, d'après les textes anglais, que ça serait quelque chose qui nous permettrait d'avoir une épreuve à l'écran de ce qui sortirait en imprimante professionnelle. Bon, on va rester sur l'espace intégré de GIMP, c'est le mieux. Ensuite, le mode de remplissage. Eh bien, lorsque vous démarrez votre GIMP sur la première image, vous avez la possibilité d'avoir soit de la transparence, soit la couleur de premier plan. Ici, la couleur de premier plan, vous voyez, c'est du noir. La couleur d'arrière-plan, ici, j'ai une espèce de jaune. Du blanc. De la transparence. Donc ici, ça sera un canal alpha, purement et simplement. Ou bien un motif. Alors le motif, il n'est pas pris au hasard, c'est le motif qui est présélectionné dans GIMP avant. Donc en règle générale, moi je mets de la transparence, ça me permet après de faire un petit peu n'importe quoi ou ce que je veux. Là, vous êtes libre de faire comme vous voulez. De toute façon, c'est modifiable après sur l'espace de travail de GIMP.
Voilà, merci de m'avoir suivi jusqu'à là. Vous pouvez maintenant vous jeter sur vos aspégiques, vos calculatrices et regarder l'avis de Georges Boulle. En attendant, bah, moi je vous like. Merci de me laisser un commentaire si ça a pu vous éclairer. Si vous avez des informations sur ce qu'est ce fameux chemical proof, je vous en remercie. Et sinon, pour les entiers à virgule flottante, bah, sachez que ça permet en fait d'avoir encore des teintes entre deux teintes qui ne seraient pas en flottant. Par exemple, en 16 bits entier, on a 250 milliards, et bien avec la virgule flottante, et bien ça permet de décaler encore un petit peu la nuance entre les 250 milliards de nuances de couleurs, malgré le fait qu'on ne le voit pas. Pour revenir un petit peu sur le noir et blanc, le niveau de gris est également impacté. 8 bits, ça fait 256 niveaux de couleurs, 16 bits, on monte encore. Donc ça fera 2 exposant 16 niveaux de gris. Allez, je vous embête plus, la bise, à très bientôt.